Des campagnes électorales au soulèvement populaire, en passant par la gestion au jour le jour de la Maison-Blanche, les réseaux sociaux sont de tous les fronts. Ces médias sont-ils trop puissants, hors de contrôle? Pour en discuter, nous avons invité deux professeurs de l'Université de Montréal, Frédéric Bastien et David Grondin. Mais avant, un tour de la question. Sur la planète, nous sommes 5 milliards à posséder un téléphone portable. 3 milliards d'entre nous ont un téléphone intelligent et peuvent donc télécharger des applications mobiles comme WhatsApp qui nous permettent d'envoyer des messages directs et de faire des appels. Propriété du géant américain Facebook, WhatsApp a été au centre de plusieurs controverses politiques ces dernières années. En 2018, la campagne présidentielle brésilienne a été entachée par la diffusion de fausses nouvelles via l'application mobile. En cause, des entreprises privées ayant payé plusieurs millions de dollars pour décrédibiliser le Parti travailliste. Agora, infelizmente, é uma justiça analógica para crime que não é analógico, que é digital. Plus récemment, l'application a servi d'outil de rassemblement pour les manifestants en Irak et au Liban. Elle a aussi été utilisée par les troupes afghanes dans leur guerre contre les talibans, selon un article récent du New York Times. On est sur une filiale de Facebook, on est sur WhatsApp, qui jusqu'à maintenant était plutôt réputée pour ses qualités intrinsèques en termes de chiffrement de communication et donc de préservation des données qu'elle manipule. Avec 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp se range parmi les moyens de communication les plus importants de la planète et met en avant le cryptage des données comme étant sa spécialité. Un système qui n'est pas sans risque puisqu'une faille de sécurité a été révélée en mai 2019. Puisque cette faille de sécurité permettait à l'attaquant de prendre le contrôle complet de l'équipement ciblé. Donc, contrôle complet de l'équipement, ça veut dire accès à toutes les données qui sont sur l'équipement, les mails, les photos, les données personnelles, les contacts de téléphone par exemple. Alors, nous accueillons Frédéric Bastien, professeur de sciences politiques, et David Grondin, professeur de communication à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors, parlons de ces fameux réseaux sociaux. On passe déjà pas mal de temps dessus, mais il faut en plus en parler pour bien les comprendre. Ça fait maintenant une décennie, depuis le printemps arabe, qu'on entend beaucoup parler du rôle des réseaux sociaux dans la politique. Ça a évolué comment, tout ça, en une décennie? Je pense qu'on les comprend beaucoup mieux qu'il y a une décennie. Vous référez au printemps arabe. Je pense qu'on avait un regard un peu naïf sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Certains parlaient de la révolution Twitter. Il est vrai que les médias sociaux ont la capacité de favoriser une certaine émancipation, de donner à des individus un outil pour prendre la parole, de se coordonner aussi dans des manifestations. Mais avec l'apparition de chaque nouvelle technologie, on se pose à peu près la même question. Est-ce que la nouvelle technologie va favoriser l'émancipation des citoyens ou est-ce qu'elle va raffermir le contrôle, l'autorité des gens qui ont déjà du pouvoir? Et ce qu'on a vu depuis 10 ans a montré que, dans certaines circonstances, oui, les médias sociaux peuvent favoriser la mobilisation, l'émancipation, une meilleure diffusion de l'information, mais d'une manière générale, les personnes qui ont plus de ressources, les organisations qui ont davantage de contrôle sur les flux de communication ont aussi plus de contrôle sur les médias sociaux. Mais justement, David, on voit ça souvent, on voit des mouvements, il y a beaucoup de mouvements de manifestations autour du monde, au Chili, au Liban et tout ça. On dirait qu'au début, c'est la rue qui prend le contrôle des réseaux sociaux. Après, peut-être les gouvernements sont capables de rétorquer. Vous, selon vous, est-ce que c'est plus un outil de manipulation ou c'est un outil de solidarité, les réseaux sociaux? En fait, je dirais que c'est les deux à la fois. Notamment si on prend Facebook, là, qui est une plateforme qui rejoint plus que 2 milliards de personnes, qui connecte les gens, ce que ça devait faire au départ. Donc, c'est très bien, ça sert pour organiser. On parle d'organiser des mouvements, créer des communautés, d'intérêts communs. Mais en même temps, c'est clair aussi que la plateforme elle-même a gardé un contrôle, suit à la trace toutes les différentes informations que les gens vont émettre sur les plateformes. Et donc, est-ce qu'il y a une manipulation? Si on se dit que, par exemple, il y a certains villages au Kenya qui vont être connectés par des applications comme WhatsApp, Facebook, je veux dire, qui est utilisé par plusieurs personnalités politiques aussi, même des stars aussi, on pourrait dire, du monde culturel, pour rejoindre les gens directement.
Mais ça reste encore une fois que, je veux dire, cet accès-là, une parole dont Frédéric parlait, il est quand même, je veux dire, perdu dans une mare d'informations et aussi du fait que tout le monde, maintenant, peut décider d'avoir une voix. Mais encore une fois, les gens qui sont déjà en position de pouvoir vont avoir une capacité d'être visibles beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. On a beaucoup dit que récemment, quand on est sur les réseaux sociaux, on se ramasse dans une chambre d'écho, avec des gens qui pensent la même chose que nous. Est-ce que ça, c'est en train de se transformer ou c'est en train de se confirmer, cette tendance-là? Je pense qu'actuellement, les recherches ne nous permettent pas de poser un verdict très clair là-dessus. Les deux phénomènes surviennent. Donc, il y a ce phénomène de chambre d'écho, de dialoguer ou d'échanger des informations avec surtout des gens qui pensent comme nous, notamment sur les idées politiques. Mais en même temps, il y a aussi un phénomène d'exposition accidentelle à de l'information. Beaucoup de gens emploient les médias sociaux pour faire tout autre chose que de chercher de l'information sur la politique, mais accidentellement se retrouvent exposés à de l'information politique parce que un parent, un ami, un collègue de travail a décidé de partager un message. Il n'est pas très clair, donc, dans quelle proportion ces deux phénomènes-là surviennent, dans quelles circonstances l'un ou l'autre survient davantage, mais on sait que certains individus sont particulièrement enfermés, je dirais, dans des chambres d'écho. Lorsqu'on étudie, par exemple, les phénomènes de radicalisation violente, on s'aperçoit que ces individus-là, qui sont très peu nombreux dans la société, mais qui peuvent faire beaucoup de dommages, ces individus-là se retrouvent exposés de manière très soutenue à des messages qui, essentiellement, renforcent leurs attitudes politiques. J'ajouterais à ça qu'une structure, en fait, une infrastructure comme Facebook, son design lui-même, l'interface, favorise la polarisation, favorise la prise de position controversée. D'une part, si vous faites un commentaire, on répond, puis s'il y a plusieurs personnes qui répondent, je veux dire, personne prend le temps de lire toutes les réponses qui ont été faites. Donc, si on répond, on s'ajoute au fil encore plus loin, d'une part, mais en même temps, on n'a jamais nécessairement eu, je veux dire, la plateforme elle-même n'était pas un média, s'est défendu comme ça, n'étant pas un média, n'avait pas à faire une exposition de toutes les vues. Et en même temps, encore une fois, quand on pense comment on s'y intéresse à ces questions-là, je veux dire, les journalistes, les médias vont s'intéresser à Facebook quand il y a des positions controversées qui ressortent, qui sont rendues visibles. Donc, on les rend encore plus visibles par leur exposition. Et donc, ça fait en sorte de vraiment pas contribuer à une démocratisation de la pratique, même s'il y a plusieurs personnes qui y participent. On a même vu des études universitaires qui disaient que plus on avançait dans notre utilisation des réseaux sociaux, plus les points de vue qui nous étaient... qu'on nous alimente, sont de plus en plus extrêmes. Ça, c'est sorti. Est-ce que les réseaux sociaux ont réagi à une information comme celle-là? Est-ce qu'ils réagissent quand on se rend compte que, une certaine utilisation amène un effet néfaste? Ou au contraire, l'information est là, mais ça les intéresse moyennement de réagir à ça? La première chose que je dirais, c'est que c'est sûr qu'au-delà de cette question-là, il y a toute la question des scandales. Donc, l'image aussi publique, notamment de Facebook, a été entachée par plusieurs scandales, celui de Cambridge Analytica notamment, les élections présidentielles de 2016, donc la manipulation qui venait de l'étranger, de la Russie notamment. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même cette espèce de pression-là à répondre, à donner un peu plus de, on va dire ça comme ça, de protection aux usagers, même si dans les faits, on n'a pas protégé leurs données. Et on n'a pas vraiment... Là, il y a plus une campagne de relations publiques qui s'est effectuée, plus que vraiment un changement du média comme tel, que la plateforme comme Facebook est aujourd'hui utilisée. On est encore dans un mode réactif, même si on sait que maintenant Facebook peut penser elle-même devenir une plateforme de nouvelles éventuellement. Ça, c'est dans les plans, mais on n'est pas encore là, évidemment. Il y a beaucoup de pression sur les gouvernements pour encadrer ces géants du numérique. Et je pense qu'une des réactions de ces entreprises-là est, et il y a une grande part de relations publiques là-dedans, de faire certains gestes d'envergure relativement limitée pour tenter de montrer qu'elles sont de bonne foi, qu'elles peuvent s'autoréguler et donc que les gouvernements ne devraient pas ambitionner de les encadrer. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit des changements quand ils essaient eux-mêmes de s'auto-policer?
Jusqu'à présent, c'est assez limité. On a vu des efforts de transparence, par exemple, dans la diffusion de la publicité politique. Lors des dernières élections fédérales au Canada, les messages publicitaires diffusés par l'intermédiaire de Facebook étaient accompagnés d'un libellé qui nous disait qu'il s'agissait d'une publicité payée et qui avait payé pour cette publicité-là. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour tenter de satisfaire un peu mieux à des critères de transparence qu'on valorise dans la communication publique. Politiquement, on le voit au Liban en essayant de taxer WhatsApp. On s'est ramassé avec plein de gens dans la rue. Est-ce que c'est pas aussi un peu difficile de s'en prendre aux réseaux sociaux? Il n'y a pas aussi une espèce d'allergie de la population, des électeurs, à ce qu'on essaie de contrôler les réseaux sociaux? Je veux dire, en premier lieu, les gens les utilisent. C'est sûr que tout ce qui va les amener à les contrôler, c'est pas pour rien d'ailleurs que les plateformes elles-mêmes sont gratuites, évidemment, en sachant que ce sont nous, les utilisateurs, qui sont les produits, donc à travers nos données qu'on génère. C'est certain que si la force d'un réseau social, c'est ses usagers. Le nombre d'usagers et tout ce qui va faire en sorte de diminuer le nombre d'usagers. Donc, si on rendait ça payant, plus difficile d'accès pour les gens pour l'utilisation, bien, il y aurait une autre plateforme, il y a un autre réseau social qui prendrait le relais. Donc, déjà en partant, c'est pas pour rien que Facebook, aussi important qu'il soit, ne peut pas changer sa façon même d'être du jour au lendemain. Et c'est vrai pour d'autres aussi, comme Twitter. Je veux dire, on est limité parce qu'on est déjà comme on a été vendu au fil du temps. Même si des plateformes comme Facebook ont incorporé d'autres joueurs au fil du temps en accaparant WhatsApp, Instagram, je veux dire, ça reste que le format lui-même, l'interface, son design de départ, il demeure. On pourra réglementer certains sans que les autres suivent, finalement. Ça serait un problème. Et autour de ces technologies, il y a une sorte d'idéologie très libertaire aussi. Pensez à Uber, Airbnb. Les usagers de ces plateformes-là frémissent et réagissent très fortement lorsqu'on suggère qu'elles devraient être encadrées. Alors, il y a cette idée que certains usagers intègrent à l'effet que il ne faudrait pas encadrer ces plateformes-là. Sauf que, à mesure que des difficultés se posent, à mesure que des scandales surgissent, les gens réalisent l'importance de réguler ce type d'activité, qu'il s'agisse d'activités de communication ou des activités commerciales. Et là, j'imagine que les élections américaines en 2020 vont être un grand test pour ça. Vous attendez à voir quoi du côté donc du pouvoir ou même des réseaux sociaux eux-mêmes à l'approche de ces élections-là? Beaucoup de relations publiques de la part des entreprises qui exploitent ces médias sociaux. Beaucoup d'efforts de micro-ciblage de la part des candidats, des partis politiques et probablement, malheureusement, des efforts renouvelés de la part des personnes qui tentent de détourner les mécanismes démocratiques au profit de diverses causes. Et puis on a pu voir, déjà, à la fin octobre, Facebook a pu intercepter 4 groupes qui avaient repris les tactiques qui avaient été employées pour les élections de 2016. Donc, en voulant manipuler autant des candidats, on va dire, à gauche, qui étaient plus pro-Sanders, que des candidats pro-Trump, juste pour essayer d'alimenter et évidemment, de diminuer encore plus, on pourrait dire, le débat démocratique à travers les médias sociaux. Donc ça va demeurer. Mais ça reste que les gens vont encore utiliser Facebook et WhatsApp, et donc pour s'organiser, pour se rencontrer. Encore une fois, cette force-là demeure. Mais c'est sûr que, pour ça qu'on disait au départ, manipulation, il y en a une certaine. La tension va rester. Mais merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet. Ça fait plaisir. Merci. Plaisir.